sens et contresens du corps dans le transhumanisme. Donc je vais parler de la corporéité, de la question du corps d'une manière philosophique, c'est-à-dire avec les moyens de la réflexion humaine, mais on parle ici, c'est bien clair, dans le cadre d'une faculté de théologie. Et je veux simplement redire d'abord ce que nous savons bien, que la question du corps, elle n'a rien pour nous d'anecdotique ou de hors-sujet, tant d'un point de vue philosophique. Donc la philosophie se soucie de l'homme, se pose la question très simplement, qui est l'homme? Eh bien, qui est l'homme, sinon au plus simple, de façon très, très concrète, très empirique, on dira l'homme est un corps. Et un corps pensant et un corps parlant. Donc tant l'importance de la question du corps, pour la philosophie, pour la théologie également, pour nous autres chrétiens, le corps appelle la plus grande attention, puisque dans le Christ, Dieu prend un corps semblable au nôtre, et que dans le Saint-Esprit, eh bien, il vient habiter nos corps. C'est pour ça que pour notre christianisme, il y a une attention toute particulière à la corporéité. On reconnaît au corps disons une sainteté. Et alors, cette sainteté du corps, pour nous, je voudrais dire, introduire le paysage, donc contemporain, cette sainteté, elle est mise à rude épreuve aujourd'hui, dans notre contexte contemporain, donc de haute modernité occidentale, où monte en puissance une utopie, un imaginaire très violent, parce qu'il s'agit en lui non seulement d'une idéalisation du corps, pensons à ce corps parfait, retouché, voire recomposé de la publicité, mais d'une profonde modification du corps réel, par le moyen des techniques, voire même, on nous annonce, possiblement, une pure et simple suppression du corps. Et cet imaginaire, il commence à rejoindre aujourd'hui notre culture sous les noms qui sont un peu étranges. Je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, ces noms. Ils diffusent dans notre culture de transhumanisme ou encore de post-humanisme. Et c'est d'abord par des écrits de philosophes que ces mots ont fait leur intrusion dans l'espace public de manière récente en France. J'illustre ce phénomène par quelques publications. Titre de philosophie, 2003, Dominique Lecourt, Humain post-humain. En 2009, Jean-Michel Beignet, Demain les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous? Et en 2013, Gérard Chazal, Philosophie de la machine, néo-mécanisme et post-humanisme. Alors je dis tout de suite que ces philosophes, ils ne sont pas les inventeurs d'une nouvelle conception d'un homme qui serait si radicalement transformé par son génie technique qu'il faudrait trouver un drôle de mot pour désigner quelque chose d'après lui pour parler de ça. Qu'ils défendent cette conception, c'est le cas en particulier du philosophe Gérard Chazal, et donc il cherche à assurer, à donner un fondement à cette conception, ou bien qu'il critique cette conception. Eh bien, ces philosophes, ils relaient un imaginaire qui s'est formé depuis 30 ans dans ces milieux où s'inventent les techniques de pointe, principalement aux États-Unis, dans la Silicon Valley et autres lieux de la recherche high-tech dans le monde. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis qu'en 2003, un rapport qui a été publié par la National Science Foundation, qui est un peu l'équivalent de notre CNRS, va venir donner une crédibilité scientifique à ce qui aurait semblé jusque-là relever d'un univers à la George Orwell. Et dans ce rapport, on va y proposer par la convergence, ce qu'on appelle la convergence dite NBIC, des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences informatiques et des sciences cognitives, de produire une espèce humaine plus performante. Et ce rapport, il va ouvrir un programme de recherche très richement doté en moyens, en argent, où collaborent, ça donne une idée de l'importance de cette recherche, la NASA, Google, des industriels, des militaires. Ce rapport, il promeut l'idéal d'un homme amélioré, augmenté dans ses performances, et c'est un idéal
assez réaliste, assez opératoire, et réaliste d'un réalisme, bien sûr, qui peut faire peur. Mais la mouvance du transhumanisme, en tant que mouvement de pensée, ça promeut des discours beaucoup plus utopiques, qui nous viennent tout droit de l'univers poétique, onirique de la science-fiction, et de ces cyborgs, ces mixtes de cybernétique, d'informatique, donc, et d'organismes. Ce sont des discours qui perdent un peu, et même beaucoup, je dirais, en poésie et en puissance de rêve, lorsque ce sont des ingénieurs qui nous disent aujourd'hui ce dont parle la science-fiction, eh bien nous, on va le faire. Et ils prennent date. Ainsi, un ingénieur américain du nom de Raymond Kurzweil, qui est une sorte de prophète du transhumanisme international, nous annonce en 2012, je cite, « Dans 20 ans à peu près, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. » On peut noter le caractère confus de ce qui nous est annoncé là. En effet, en quoi l'invention d'une intelligence artificielle surpuissante, est-ce que ça pourrait nous doter d'autre chose que d'un ordinateur, finalement, plus puissant que ceux que nous avons déjà? En quoi ça viendra résoudre le problème du vieillissement et de la mort? Ce discours, en fait, il repose sur la croyance de la convertibilité de la vie et de la machine, une croyance, certes, qui est alimentée par le pouvoir surpuissant, les succès étonnants de nos biotechnologies. Et comme la machine, elle est immortelle, ou plutôt elle est théoriquement sempiternelle, indéfiniment réparable, indéfiniment renouvelable, on la conçoit en capacité de se substituer à la vie, c'est-à-dire au corps, et de nous doter d'une vie artificielle, sans maladie, sans vieillissement, sans mort. Ce discours, je dis, il est confus, il est obscur, mais il fascine. Il fascine comme toute annonce à portée futurologique qui émane des cercles de la recherche scientifique et technique. Et ce discours, il fascine, il prend aujourd'hui influence sur nos sociétés. Et un symptôme très significatif pour nous, ici, dans le cadre d'une faculté de théologie, de cette influence, c'est la publication en septembre 2013, sous la responsabilité de la Conférence des évêques de France, d'un document épiscopat sous le titre « Le transhumanisme ou quand la science-fiction devient réalité ». Alors c'est un très bon titre de ce dossier, parce que ce titre, il décrit bien la mutation d'un discours, de sa phase poétique, onirique, à sa phase opératoire. Mais la question que ce titre me pose, qu'il doit nous poser, c'est en quel sens ce titre, est-ce qu'il est vrai? C'est-à-dire, en quoi consiste ce devenir réalité de la science-fiction? Qu'est-ce que produit réellement la convergence NBIC? Est-ce que son efficacité, est-ce que son opérativité, ça consiste réellement dans le sens qui est déclaré par le transhumanisme, en l'invention d'un monde où l'homme fusionne avec la machine, où l'esprit habite les réseaux de communication, où les robots s'éveillent et où des êtres sortis de l'homme vivent indéfiniment? Ce monde que Raymond Kurzweil nous annonce, puisqu'il prend date pour dans 20 ou 30 ans, ou peut-être 50 ans, je pense que, vous le pensez sans doute aussi, il doit susciter le scepticisme. La vision qu'on peut en avoir est rien moins que claire. Elle demande de la crédulité. Et selon le philosophe Jürgen Habermas, il emploie ces mots, pour lui, elle relève même de spéculations adolescentes. Et je voudrais citer à cet égard comment un étudiant surdoué, un génie de la technique, un jeune génie de la technique qui est adepte de la croyance transhumaniste, décrit cet avenir. Je le cite, « Dépasser l'humanité signifie nous intégrer à l'intérieur du réseau, ne plus limiter les sacs à viande que nous sommes à la seule communication Internet et un clavier avec des doigts, mais devenir partie intégrante du réseau en devenant une partie du monde machine, machine world. C'est ça le transhumanisme. » Fin de citation. Mais ce que produit réellement
Le transhumanisme, son opérativité, son efficacité réelle, elle est, je pense, d'un tout autre ordre que ce qui nous est annoncé là. Cette opérativité, elle est bien réelle, elle est déjà en cours de réalisation. Il s'agit de la promotion d'un imaginaire qui contribue à changer aujourd'hui notre vision de l'homme et à nous rendre pensables et acceptables ce que nous aurions auparavant réprouvé, à savoir en particulier un usage très libéral des biotechnologies, une expérimentation sans frein sur l'homme des techniques. Donc, si ce discours transhumaniste doit être pris au sérieux, c'est qu'il est actif, et on peut, si on le réprouve, on peut penser qu'il est nocif, qu'il est toxique dès à présent, parce qu'il joue un rôle aujourd'hui dans l'économie de ce que Michel Foucault a théorisé en son temps dans La volonté de savoir, comme ce qu'il appelle le biopouvoir. Un pouvoir exercé sur la vie. Donc je résume, prendre au sérieux cet idéal, parce qu'il a une influence politique, qu'on peut estimer dangereuse, sans croire pour autant à ce qu'il annonce, parce qu'y croire, c'est le renforcer dans son pouvoir. Voilà pour une exégèse, si vous voulez, du titre, du dossier de la conférence des évêques, le transhumanisme ou quand la science-fiction devient réalité. Et pour prolonger cette analyse et la définition du discours transhumaniste, je voudrais citer maintenant un neurobiologiste, Jean-Didier Vincent, qui nous dit ceci. Il est selon moi très important de ne pas prendre avec dérision ce courant transhumaniste. Il ne s'agit ni de secte, ni d'un mouvement utopiste. Ce courant dispose de moyens financiers et intellectuels très importants. Alors oui, je dis, oui, prendre au sérieux ce courant, nous venons de dire pourquoi, et pourtant non, je dis, il s'agit bien, oui, d'une utopie. Il s'agit bien d'une utopie. Une utopie dangereuse, certes, et qui peut avoir des effets de grande violence sur notre humanité, qui conduira peut-être à quelques Tchernobyl des biotechnologies, mais dans son fond de pensée, qui postule la pure et simple convertibilité de la vie et de la machine, le transhumanisme est une utopie, c'est-à-dire un utopos, littéralement, ce qui signifie un sans-lieu, un irréalisable, et qu'il faut bien percevoir comme tel pour ne pas cautionner son fantasme et pour le désamorcer dans son pouvoir de fascination. Et ceux, dans notre monde, les premiers qui nous disent « c'est une utopie », ceux qui rejettent ces discours du côté de l'affabulation, en premier, avec le plus d'autorité, ce ne sont pas des philosophes, mais ce sont les scientifiques eux-mêmes, dans le champ des disciplines concernées par la dite convergence NBIC. Et une des voix les plus autorisées en la matière, que je vais citer, est celle du directeur du Centre de neurosciences cognitives du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui est en quelque sorte le saint des saints dans notre monde, c'est un symbole, bon, des techniques avancées. Et son nom est Steven Pinker. Il publie en l'an 2000 dans la Technology Review un article au titre ironique, comme quoi on peut, et il faut aussi en rire de tout ça. Et le titre de son article, c'est « Dans 1000 ans, l'homme sera toujours le même primate ». Voilà. Et je crois que la finale de cet article est à entendre. Il nous dit ceci. « Les futurologues du 3e millénaire devraient comprendre que leurs divagations font peur au commun des mortels. Un monde grotesque et effrayant, où les rapports humains ne passent plus que par le cyberespace, où nous fusionnons avec les ordinateurs et composons nos enfants sur catalogue, nous font passer à côté des vraies promesses du progrès technique. La constance de la nature humaine devrait nous rassurer. Alors je relève ici, premièrement, la constance de la nature humaine. Pour Pinker, c'est assez rassurant, la technologie n'a pas le pouvoir de changer la nature humaine. C'est-à-dire en particulier de nous délivrer, s'il le fallait, je reprends son expression, de notre corps de primate. Mais pour autant, il nous dit, la technique est pour nous riche en promesses. Et il me semble que Steven Pinker, il a sans doute dans l'idée que ces fabuleuses annonces du transhumanisme, qui font rêver certains, on peut considérer que c'est un véritable mythe contemporain, à tonalité religieuse,
Et certains philosophes y voient même un discours de style millénariste qui nous annonce une eschatologie dans le temps, un salut par la technique. Donc un discours qui fait rêver certains, un discours qui fait peur aussi à beaucoup. Eh bien, cet imaginaire, il peut susciter, et c'est un risque, c'est un danger collatéral si on peut dire, il peut susciter des réactions technophobes. Et parlant de nature humaine, promouvoir une conception tout à fait erronée de la nature humaine, qui serait une nature indemne de la technique. Et ici, je crois qu'il faut dire très précisément qu'il s'agit de résister au piège de la technophobie. Ce serait un complet contresens sur la nature humaine. L'homme est un primate, oui, pour le dire ainsi, pour reprendre le mot de Steven Pinker, avec un corps de primate, mais ce n'est pas un primate tout à fait comme les autres. C'est un primate dont la nature a la capacité de se développer dans la technique, un vivant qui, dès l'origine, depuis qu'il y a l'homme, est engagé dans l'invention technique. Mais ce développement technique, il ne se fait pas en concurrence avec son corps, mais il se réalise au plus près de son corps pour le réparer, pour le prolonger, pour le développer, pour le protéger, pour le transporter, etc. Nos prothèses, nos ordinateurs et téléphones portables, qui sont des sortes d'organes externes, ils n'agissent pas à l'encontre de nos corps, mais pour eux, en leur faveur. Et pour accréditer, en bref, cette constitution d'animal technique, on peut se rappeler combien la paléoanthropologie nous a montré le rôle joué par les outils dans le processus de l'hominisation. Selon la très belle expression du philosophe Bernard Stiegler, il dit ceci: « L'homme s'invente dans la technique en inventant l'outil. » Et puis qu'on pense à l'ouverture de l'ère historique, à la prodigieuse invention de l'écriture, qui a fait passer l'homme de la pensée sauvage, pour reprendre un titre de Lévi-Strauss, à la raison graphique, selon le titre d'un autre anthropologue, Jack Goody. Et notre Occident scientifique, c'est la civilisation qui a su exploiter le plus fortement ses possibilités de développement de l'homme par la technique. Donc, ce qui me conduit à dire ceci, pas besoin de sacrifier à l'utopie transhumaniste pour reconnaître la réalité de l'homme développé, augmenté par la technique. Et ça va continuer, puisque nous sommes des animaux techniques. Mais ce que l'imaginaire transhumaniste ne voit pas, ne veut pas voir, et qui est pourtant à méditer, qui donne à penser, c'est que le vecteur paradoxal de toute cette histoire, c'est notre corps vulnérable, soumis aux maladies, au vieillissement et à la mort. L'anthropologue Marcel Hoth le dit très bien dans un récent essai, je le cite, sous le titre « À l'aube spirituelle de l'humanité ». Nous touchons là au paradoxe fondamental de l'humanité. Une anatomie très fragile se trouve perpétuellement placée devant des défis successifs que rien ne justifie au regard des lois naturelles. On ne sait pourquoi, par quelle diablerie, la pensée humaine souffre d'une perpétuelle déchirure. Sans relâche, elle pousse le corps à chercher ailleurs autre chose autrement. L'inconnu l'appelle, quels que soient les sacrifices à concéder. Le terme métaphysique viendrait facilement pour désigner ce phénomène si puissant et si particulier qui a fait passer une sorte de singe de la forêt à la lune. Fin de citation. L'homme est un animal technique et métaphysique, mais qui vit cette aventure dans un corps fragile, qui sait se doter de prothèses, d'appuis, de véhicules, par des inventions techniques qui ne sauraient en rien se substituer à ce qui fait son essence, sa nature. Mais alors, si le transhumanisme est un imaginaire aussi inutile, puisqu'on n'a pas besoin de lui pour savoir ce que nous devons à la technique, qu'erroné, puisqu'il ignore et même dénie ce lien énigmatique qui lie le corps dans sa fragilité à l'inventivité technique, alors pourquoi parler du transhumanisme? Au risque d'alimenter, malgré nous, son prestige
et de donner crédit à son fantasme. Et pourquoi ne pas porter immédiatement attention au corps lui-même? Pourquoi? Parce que cet imaginaire très contemporain du transhumanisme, il illustre parfaitement, il exemplifie même, on peut dire, le contexte où se pose aujourd'hui la question du corps, le contexte où cette question apparaît. Et ce contexte, il est plus large que le transhumanisme. Il se laisse décrire autrement que dans les termes évoqués d'un devenir réalité de la science-fiction. Il se présente comme le moment terminal d'une histoire qui est beaucoup plus longue, qui est l'histoire même de la conception scientifique occidentale du corps au sein de l'anthropologie occidentale de référence et qu'on appelle le dualisme. Alors qu'est-ce que le dualisme en bref? Dans dualisme, il y a dual, le deux, l'homme y est divisé en deux, l'âme ou l'esprit d'une part et le corps d'autre part. Mais en fait, vous le savez, de ces deux principes, un seul compte vraiment. C'est tout le contraire du dualisme des orientaux, de la dualité des orientaux, plus exactement. Et le principe qui compte en l'homme, c'est l'âme. Ce principe, faut-il le dire, psychique ou spirituel, compte tenu de son statut pour la science, je pense qu'il vaut mieux le dire logique. Pour le dualisme occidental, c'est le logique en nous qui porte l'essentiel de l'homme, sa vie, et qui renvoie l'autre entité, le corps, à l'inessentiel, à la mort, à l'inerte. Alors la question qu'on peut se poser, qui est une question de bon sens, de réaction, c'est le corps qui réagit en nous, si vous voulez, lorsqu'il pense. Mais pourquoi une telle conception de l'homme? Comment a-t-elle pu s'établir alors qu'elle contredit le bon sens le plus élémentaire qui nous dit que notre corps n'est pour nous rien d'inerte, qu'il n'est pas mort, mais qu'au contraire, il est notre lieu de vie, que nous pensons, nous agissons, nous espérons, nous aimons dans notre corps. Et que si vie, pour nous, peut avoir un sens, y compris vie éternelle, c'est à partir de ce que nous apprend notre existence corporée. Pourquoi cette anthropologie? Eh bien, nous l'avons déjà dit, je l'ai dit, c'est pour la science. C'est une anthropologie pour la science, pour l'activité scientifique. Souvenons-nous que la science en Occident, elle a jailli comme un éclair de l'intuition de l'unité du monde. La science, elle surgit en tant que pensée dès lors que, en Grèce ancienne, 6 siècles avant notre ère, ces premiers philosophes que nous appelons les physiciens, les physicoi, ils sont saisis par l'intuition que le monde est un, qu'il est un tout unifié. Donc, il y a une loi, une logique qui unifie ce tout. Et il y a un principe en l'homme qui peut saisir ce tout et le conformer lui-même, l'homme, à ce tout. Et on peut se souvenir ici de ce qui constitue la maxime par excellence de la pensée occidentale naissante, qui est le fragment 50 d'Héraclite, qui déclare précisément ça, je cite, « À l'écoute, non de moi, mais du logos, il est sage de dire, selon ce logos, qu'est l'un tout. » Ce que nous dit Héraclite, c'est « non pas moi, non pas ma langue, non pas ma parole, non pas mon corps, mais cette logique qui, en moi, est conforme au logos, à la logique du monde. » S'ensuit toute une histoire complexe du dualisme qui va accompagner le développement de la science en Occident et la montée en puissance de la technoscience. Mais si on passe immédiatement d'Héraclite, des commencements de la science occidentale, à notre monde de la haute modernité technique aujourd'hui, on peut relever qu'un modèle technique gouverne l'anthropologie. Dans notre culture, un modèle qui apporte une réalisation concrète du schéma dualiste et un modèle qui est actif au cœur même des représentations
du transhumanisme, du posthumanisme, c'est le modèle computationnel du vivant et de l'homme. Computationnel, de computer, l'ordinateur, la machine intelligente, la machine logique. On dira, l'ordinateur c'est comme un homme. En effet, l'ordinateur ça a un corps, qu'on appelle en anglais le hardware, c'est-à-dire la part matérielle de la machine, et ça a un esprit, le software, la part logique de la machine. Et nous savons bien que nos ordinateurs, leur part essentielle, ce sont les logiciels. Si notre ordinateur, si notre machine est vétuste, nous en changeons tout en sauvant l'essentiel, sa part logique, les logiciels. D'où l'idée, dans le contexte d'une science désormais radicalement matérialiste, que nous sommes, nous aussi, de part en part, des machines. Notre corps est une machine physique, notre esprit est une machine logique. Mais l'essentiel en nous, c'est la machine logique. Et le corps donc, s'il s'use, s'il vieillit, on pourra en changer comme on change d'ordinateur. Eh bien, dans l'imaginaire transhumaniste, c'est ce schéma qui est à l'œuvre. Et si on réentend la position de Ray Kurzweil, précédemment citée, ça me semble assez clair. Il nous dit ceci, dans 20 ans à peu près, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Le transhumanisme, ce n'est donc pas seulement, selon le titre du dossier de la conférence épiscopale, quand la science-fiction devient réalité, mais je dirais c'est surtout quand le dualisme se propose de passer à l'acte. Comme le dit très bien Jean-Michel Beignet, dans Demain les posthumains, à la fin d'une section de son texte qui a pour titre « À mort le corps », il dit ceci : « En philosophie, le dualisme signale le discrédit qu'on jette sur le corps. Avec les techniques cognitives, il consacre les efforts pour s'en débarrasser concrètement. » Fin de citation. Et c'est là, me semble-t-il, que l'imaginaire transhumaniste se révèle une bonne entrée dans la question du corps. Parce qu'en poussant le dualisme à l'extrême, il opère une sorte de, ce qu'on appelle en logique, une démonstration par l'absurde. Et l'absurde, il se perçoit au caractère impensable, contradictoire, de cette soi-disant vie machinique hors le corps. Impensable, contradictoire et donc irreprésentable. D'où l'éclatement, dans le discours transhumaniste, entre des représentations qui vont de l'homme robot à un esprit virtuel décorporé, évoluant dans un monde réseau. Et l'aspect contradictoire de ces images ne doit pas nous étonner, parce que nous ne savons pas nous représenter une vie hors le corps. Une telle vie est proprement utopique, sans lieu dans le réel. Sans corps, pas de lieu, pas de représentation et pas de discours non plus. Sans corps, plus de discours, c'est ce qu'avait dit Nietzsche, philosophe du XIXe siècle, grand philosophe de la vie, Nietzsche, et donc grand penseur de la corporéité, dans un chapitre d'Ainsi parlait Zarathustra, sous le titre « De ceux qui méprisent le corps ». Qui sont ceux qui méprisent le corps? Eh bien, c'est l'homme occidental, c'est l'homme de l'anthropologie occidentale. Ce sont les tenants du dualisme. Je cite Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, « J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. Je ne leur demande pas de changer d'avis ni de doctrine, mais de se défaire de leur propre corps, ce qui les rendra muets. » Fin de citation. Vous voyez, ce qui montre que toute la philosophie occidentale ne se range pas, loin de là, sous la bannière du dualisme. Alors j'annonçais, dans le titre de cette contribution, le corps en procès. Pourquoi parler d'un procès aujourd'hui fait au corps? Procès qui implique accusation et défense. Il me semble que notre pensée occidentale, dans ces divers domaines, science, art, philosophie, elle est aujourd'hui divisée en deux camps adverses sur cette question du corps. Les uns pensent
qu'il est la cause de tous nos maux et cherche à nous en libérer, et les autres en font le dépositaire de tout bien et de toute créativité en l'homme et cherchent à en comprendre le mystère. Alors en philosophie, ça va du titre de Gérard Chazal, pour l'accusation du corps, philosophie de la machine, et pour la défense du corps, je citais Nietzsche, bon, philosophie de la vie, Nietzsche et toute la phénoménologie, tout ce courant de la philosophie contemporaine. Voilà pour la philosophie. En sciences, la biologie elle-même est divisée. La biologie, elle est aujourd'hui par méthode matérialiste, mais elle est divisée entre les tenants d'un matérialisme, on pourrait dire réductionniste, un matérialisme qui réduit le vivant à la machine, d'un côté, et de l'autre côté, les tenants d'un matérialisme ouvert qui récuse cette réduction machinique. Par exemple, je voudrais citer ici, pour le matérialisme ouvert, Alain Prochiantz, professeur au Collège de France, dans Machine-Esprit, un livre, ce qui est d'ailleurs un drôle de titre, pour un livre qui va contester justement la réduction de l'esprit à la machine, le modèle computationnel de l'esprit. Donc Alain Prochiantz déclare ceci, je cite, « Il n'y a pas de pensée sans corps vivant. » Il n'y a pas de pensée sans corps vivant. Et un peu plus loin dans son livre, « À l'inverse d'une machine, un individu humain s'inscrit dans la durée d'une histoire. » Fin de citation. Les machines n'ont pas d'histoire, parce qu'elles n'ont pas de corps. Sans corps, elles ne souffrent pas, elles n'espèrent pas, elles ne sont ni heureuses, ni malheureuses, elles calculent, oui, bien mieux que nous, mais elles ne pensent pas. Division aussi, enfin, dans le champ de l'art. Je voudrais en donner une illustration extraite des médias culturels qui nous offre la parole de deux artistes contemporains. Je trouve qu'ils sont tous deux hollandais. Le premier, c'est un sculpteur et architecte, Joep van Lieshout, que j'ai entendu dans le magazine Trax sur Arte, en mai 2013. Je cite, « Le vrai défi du futur, c'est que l'être humain se débarrasse de son corps, qu'il ne reste qu'un cerveau qui serait relié de manière artificielle au monde extérieur, au monde numérique. Tous nos élans de bonheur, d'amitié, ne seraient plus physiques. Ce serait vraiment cool. On pourrait avoir une population mondiale 50 000 fois plus importante, parce qu'on ne polluerait plus. On vivrait seulement. On serait juste des âmes. » Le dualisme. Voilà pour l'apologie de la machine. Alors là, c'est la machine logique. Et à l'inverse, je cite une créatrice de mode, Iris van Herpen, c'est extrait de la page mode du Monde en août 2013. C'est une créatrice qui n'est pas du tout technophobe, au contraire, puisqu'elle s'inspire pour ses vêtements des techniques de pointe, biotechnologie, exosquelette. Bon, je cite, « J'ai le sentiment que nous sous-estimons la valeur du corps dans un environnement où le cerveau domine. Tout notre savoir n'est pas dans notre tête, il est aussi dans notre corps. J'ai besoin de retrouver cet équilibre qui m'apportera des choses auxquelles je ne peux pas penser maintenant. » C'est très, très fort, très vrai. On pense dans le corps, c'est le corps qui pense. Et je voudrais maintenant, pour finir, et en finir avec la machine, reposer l'énigme de notre nature humaine corporée. Pas résoudre l'énigme, mais simplement la poser. Et citer ici le philosophe Baruch Spinoza, hollandais lui aussi, philosophe du Xe siècle, qui est né dans une tradition qui honore ô combien la corporéité, qui est le judaïsme. Spinoza, philosophe de la vie, du désir, du corps, qui a posé dans son éthique une fameuse maxime. Je cite, « Personne n'a jusqu'à présent déterminé quel est le pouvoir du corps. » C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'expérience n'a enseigné à personne ce que le corps est en mesure d'accomplir par les seules lois de la nature. Fin de citation. Je traduis cette maxime de Spinoza d'une manière qui n'est peut-être pas spinoziste, parce que je ne le suis pas.
Je ne connais pas suffisamment Spinoza, mais ce que j'entends, moi, dans cette maxime, c'est la puissance de créativité de notre corps fragile, fait énigme. Ce corps, notre corps, la philosophie traditionnellement le lie à ce qu'elle thématise sous le nom de finitude. Et la finitude, pour la philosophie, ça ne déclare pas seulement que le temps de l'homme est fini, compté, qu'il est exposé en son corps aux maladies, aux accidents, au vieillissement et à la mort, parce que c'est le cas pour tout vivant. Non, pour la philosophie, la finitude, ça veut dire que l'homme chemine dans l'existence, dans la conscience de tout cela. Dans la conscience de tout cela. Et tout particulièrement, donc, la conscience que son chemin est limité et qu'il aura une fin. La conscience de la mortalité. Souvenons-nous que les Grecs anciens, déjà, nommaient les hommes du nom de la mort. Ils appelaient les hommes les tnétoi, de la mort thanatos, les mortels. Donc, puisque nous vivons notre corps comme finitude, on pourrait dire en commentaire de Spinoza que ce corps qui peut beaucoup, c'est ce corps qui sait qu'un jour, il ne pourra plus. Et pour aller dans le sens, sinon du transhumanisme, au moins d'une reconnaissance de la grande plasticité culturelle et technique de l'humain, on peut admettre qu'il n'y a sans doute pas de limite assignable au métissage du corps et de la technique. Pas de limite assignable au métissage du corps et de la technique où l'humanité est déjà engagée depuis bien longtemps. Pas de limite, si vous voulez, à la prothèse ou à l'implant. Pas de limite tant que ce qui définit le corps comme corps humain, comme nature humaine, dans ce métissage est encore là. Et cela, qui est la source de nos pouvoirs de penser, d'agir, d'aimer, ça n'est pas à trouver dans une vie de l'esprit dissociable de notre corps de finitude, comme le conçoit le dualisme, mais ça réside dans l'agir courageux, généreux de ce corps fragile qui va vers la mort et qui le sait. D'où le grand contresens, la grande injustice de toute conception sur l'homme, dont le transhumanisme, qui voit à l'inverse dans le corps ce qui empêche l'esprit. Et en ouverture théologique, enfin, on peut se souvenir de saint Paul qui exhorte les Corinthiens dans la première lettre aux Corinthiens en leur disant « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu ?» Et puis il leur dit aussi, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Ce trésor, nous le portons dans des vases de terre pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. » Voilà. Je vous remercie.